Et donc ce soir, comme Maxime est seul aux commandes, donc, il va piloter à distance et me rejoindra une fois qu'on aura la présentation de Flavie. Donc vous me dites, Maxime, dès que c'est lancé. C'est bon? Donc bonsoir à tout le monde, bienvenue pour ce conseil municipal du mois d'avril, du mois de mai. Donc on va pouvoir procéder à l'appel des présents. Donc Pascal Tazartez, François-Xavier Rivière, Paul Perrin, Catherine Châtaignier, Claude Michel, Joël Champagnac, Christian Geffray, Zbigniew Rosipala, Catherine Lechat, Isabelle Balusson, Céline Trévilly, Lionel Auger, Véronique Guillet, David Retoré, Céline Veillard, Jean-Frédéric Sourdin, Natacha Leblanc, Frédéric Després est absent pour l'instant, Virginie Lesage, Michel Bellé, Marc Collin, Isabelle Delépine, Gaëtan Dubreuil-Jardin, Tanguy Marion est absent et Céline Prodhomme. Donc nous allons pouvoir procéder à l'élection du secrétaire de séance. Je vous propose pour ce soir que ce soit Natacha Leblanc qui remplisse cette fonction. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions à cette nomination? Je vous remercie. Donc Natacha est élue secrétaire de séance. Alors, vous avez reçu le procès-verbal du Conseil du 4 avril 2024. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ce Conseil municipal, à ce PV? Des questions? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Alors, on va un tout petit peu inverser l'ordre des questions, puisqu'on a la chance d'avoir parmi nous Flavie Lolani, qui est chef de projet PVD à Couesnon Marche de Bretagne. Et avant qu'elle nous présente le projet Habitat Inclusif donc sur Saint-Étienne, on va profiter de sa présence pour passer le deuxième point, qui est l'audit énergétique du diagnostic architectural. Pour une raison simple, c'est que Flavie a participé à son cahier des charges. Donc si vous avez des questions, voilà, ce sera beaucoup plus simple de pouvoir lui poser. Donc on va commencer, on va un tout petit peu inverser, simplement pour profiter de sa présence. Donc l'audit énergétique, c'est l'adhésion au groupement de commandes de la communauté de communes Couesnon Marche de Bretagne. Donc pour faire très simple, donc on a un dispositif Acté Plus, donc qui est l'action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. Donc c'est un dispositif qui permet de faire des diagnostics énergétiques et des audits sur les bâtiments. On en a bénéficié notamment pour la salle Joudet ou l'école Jacques Prévert. Et en fait, sur ces demandes, 65% des frais d'audit, voire même d'AMO, sont pris en charge. Donc c'est vraiment un plus. Et ce dispositif-là, il est coordonné, il est mis en place par l'agence locale de l'énergie, l'ALE, du pays de Fougères. Voilà, donc il y a beaucoup de communes avaient candidaté, avaient envoyé des projets. Malheureusement, Couesnon s'est rendu compte que beaucoup de projets, beaucoup de dépôts n'avaient pas été jusqu'à la concrétisation. Et du coup, l'enveloppe qui est allouée n'est pas dépensée. Et donc la proposition, c'est que Couesnon fasse ce rôle de coordinateur pour justement avoir un groupement de commandes et faciliter cette concrétisation des audits, parce que beaucoup de communes, en fait, ont demandé mais ne l'ont pas fait. Donc voilà, l'objectif, c'est d'avoir un groupement de commandes. Donc Couesnon va coordonner l'ensemble des demandes des communes pour faciliter le recrutement d'un bureau d'études, je vais chercher le terme, pas d'un architecte, d'architecte ou de spécialistes. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment plutôt que l'enveloppe ne soit pas consommée, on va avoir un groupement de commandes, ce qui permet de faciliter cette opération. Alors, nous, on a déjà bénéficié, on l'a fait, mais on a l'ingénierie. On a aussi beaucoup de communes sur Couesnon qui n'ont pas d'ingénierie, qui n'ont pas assez d'agents. Et donc, l'idée, c'est que ce soit la Comcom qui s'y substitue. Pour nous, il nous reste un bâtiment qui est qui pourrait rentrer dans ce groupement de commandes, c'est le Fab Lab, puisque l'étage du Fab Lab, un peu vieilli, il aurait besoin de quelques rénovations. Donc c'est l'objectif de voir un vrai audit énergétique sur ce bâtiment.
Voilà, pour faire simple, ce qui est proposé ce soir. Mais encore une fois, comme Flavie est parmi nous, si vraiment vous avez des questions techniques ou des questions pratiques, n'hésitez pas à lui les poser. Voilà, j'ai à peu près bien résumé, Flavie. Ça a été? Je pas dit trop de bêtises. Donc voilà, donc c'est pour faciliter, surtout pour les autres communes, parce que ça demande quand même un peu de temps. Il faut monter les dossiers, il faut aller chercher les bureaux d'études. C'est pas forcément évident. Donc là, la Comcom sert d'intermédiaire pour ces communes. Bon, donc s'il n'y a pas de questions, d'interrogations, je vais pouvoir mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Du coup, on revient à notre premier point, donc qui est la présentation du projet AMI Habitat Inclusif, donc qui a été travaillé en intercommission récemment, donc le 16 avril dernier, ce qui a permis déjà d'avoir un temps où on a pu échanger avec Flavie, avec les architectes qui ont suivi, donc ça permettait de dégrossir. Ce soir, on a demandé à Flavie donc, de revenir pour vous présenter l'ensemble de cet AMI et qu'on puisse en échanger et que le conseil municipal se prononce sur un avis de principe, ce qui permettra à l'AMI d'aller plus loin parce que le terrain est ciblé dans un terrain communal. Si la commune ne donne pas d'avis de principe, voilà, ça s'arrête. Donc là, on est arrivé à l'étape où on a suffisamment de données, on a suffisamment avancé dans l'opération pour pouvoir vous le présenter. Donc Flavie, je te laisse la parole. 15-20 minutes de présentation et après les échanges s'il y a besoin. Du coup, voilà, simplement vous rappeler un peu dans le cadre dans lequel s'inscrit cette AMI. Donc, c'est bien dans le dispositif Petite Ville de demain, donc dispositif dont vous avez été lauréat en décembre 2021 et qui a donné lieu à une convention donc signée avec l'État, la région, le département, les 3 communes lauréates, puisqu'il y a 3 communes sur le territoire, et le PCI, et dans lequel en fait une fiche action était inscrite sur notamment les terrains de Castéra, donc ceux qui nous occupent ce soir, et la volonté pour la commune en tout cas de créer un quartier inclusif ou de réfléchir à de nouvelles formes d'habiter. Ça nous a donc permis en tout cas de déposer une candidature à un appel à manifestation d'intérêt de la Banque des Territoires et donc de bénéficier d'une étude avec un urbaniste et un architecte intégralement pris en charge par la Banque des Territoires, donc 100% financé, et qui a donné lieu, dans le déroulé aussi de cette étude, à un atelier, donc au-delà de l'intercommission qui a été rappelé, à un atelier public ouvert à tous qui était le 6 mars dernier. On voulait aussi vous repréciser très rapidement ce qu'est l'habitat inclusif. Donc c'est bien l'habitat à destination de personnes handicapées ou de personnes âgées qui, au-delà du coup de la colocation, ont aussi un projet de vie sociale et partagée, et notamment un coordinateur de vie sociale et partagée. Tout ça régi au sein du coup d'un cahier des charges qui est lui national. Donc c'est vraiment toutes les règles de définition du vivre ensemble. Donc ça va un peu au-delà de la colocation. On est vraiment dans un habitat inclusif et partagé. Lorsqu'on a déposé l'AMI, du coup, il y avait plusieurs usages qui étaient déjà un peu fléchés. Donc cet habitat inclusif qui est vraiment au centre de la candidature. Mais il y avait aussi la possibilité déjà de réfléchir à d'autres formes d'habitat, puisque la parcelle était quand même assez importante. Donc ça laissait encore de la place pour d'autres projets. On sait aussi que très rapidement, donc sur cet espace, il y a un espace naturel, donc une zone humide et une zone sensible. Aujourd'hui, on a été sensibilisé en tout cas par le département qui développe aujourd'hui ce qu'ils appellent des espaces naturels sensibles et justement toute la partie mise en tourisme protection. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui va prendre part dans le projet. Il y avait aussi la possibilité de réfléchir à un tiers-lieu, puisque au-delà de l'habitat, c'était de réfléchir à un quartier convivial, animé. Donc toutes ces notions en tout cas étaient dès le dépôt de la demande. Et aussi vous voyez la participation de Recycle-Rock, puisque dans la commande initiale, il était aussi demandé de regarder à la possible, en tout cas, inscription, et à de travailler un projet immobilier, y compris pour Recycle-Rock. Donc ils ont largement participé à cette étude et ils nous ont même rendu un rapport assez fin sur leurs besoins et sur une recyclerie rêvée. Vous voyez aussi donc l'association Horti-Médici qui se pose aujourd'hui en animateur de cet habitat inclusif. Neotoa qui serait donc le bailleur opérateur, donc qui viendrait en fait construire l'opération, et ensuite tous les partenaires qui gravitent, donc le département qui est très sensible, la Banque des Territoires, la région et les services de l'État.
pour vous rappeler aussi que voilà, donc vous voyez aujourd'hui les terrains qu'on a ciblés, qu'il y a quand même aussi plusieurs enjeux qui gravitent donc autour de ces terrains. Donc l'espace naturel sensible, on en a parlé, dans un cadre aussi aujourd'hui de mise en place donc du ZAN, zéro artificialisation nette. Il faut savoir qu'aujourd'hui ces terrains sont non consommés, donc il y aura un vrai sujet en tout cas de faire valoir ce projet dans les travaux en cours du PLUI à Couesnon-Marche de Bretagne. Il y a toutes les questions aussi voilà, autour de la gestion de la ressource en eau, puisqu'on est sur une zone humide, donc de limiter l'artificialisation de la parcelle et de la gestion des eaux de pluie, de la biodiversité et donc toutes les questions autour de la faune et la flore, sachant que le département est déjà venu faire quelques prélèvements et nous a sensibilisés à ce sujet, et notamment à la nécessité de mener une étude faune-flore. Le patrimoine, puisqu'aujourd'hui la maison de Castéra ne fait pas l'objet d'une inscription, mais en tout cas elle est quand même recensée comme un élément patrimonial fort. Et la question des mobilités et circulation, puisqu'aujourd'hui il y a le projet de créer une piste cyclable, notamment pour relier la Régalante au centre-bourg, mais tout aussi les traversées piétonnes du coup de sortie de bourg et qui longent les équipements. Et on le voit bien aussi donc de vitalité et d'animation, puisqu'avec toute cette question autour de la convivialité d'un tiers-lieu, ça pose quand même la question du coup des équipements publics proches, donc la salle des Rochers, mais aussi de l'occupation de la maison Gandin et de la maison du Coglé, qui accueillent du coup la recyclerie et Horti Médicis actuellement, puisque les services de l'État et les partenaires seront très sensibles au fait qu'on ne crée pas de nouvelles friches, en fait, qu'on ne fasse pas un projet en neuf, et en tout cas qu'on traite aussi de la question des bâtiments existants. Et tout ça pour arriver donc, à la synthèse de cette fameuse atelier donc, qui a eu lieu le 6 mars. Ça nous a permis voilà, de définir, en tout cas collectivement, des impondérables. Tout le monde, donc, sur la quarantaine de participants, a conclu en tout cas à l'incompatibilité entre recyclerie et habitat inclusif, en se disant qu'aujourd'hui, la recyclerie avait quand même fléché jusqu'à plus de 1000 m² de besoins, et que philosophiquement aussi, construire un bâtiment neuf pour une recyclerie, ça pouvait poser question. Qu'on est sur un habitat inclusif, donc il y avait aussi des questions de sérénité, ou voilà, de garder en tout cas un quartier apaisé, et que la recyclerie pourrait créer un peu plus d'activité. De créer un espace public à minima pour voilà, créer cet espace de convivialité et faire la jonction avec le centre-bourg. De prendre du coup la maison de Castéra comme modèle pour les formes urbaines, et en tout cas en termes de gabarit et d'implantation, c'est-à-dire vraiment venir un peu imiter l'existant. Du coup, limiter l'imperméabilisation de la parcelle, on en a parlé surtout en termes d'objectifs ZAN et à la fois de gestion de la ressource en eau. De veiller à une certaine densité, malgré tout, puisque tous les participants étaient aussi d'accord du coup de se dire que ce projet, quand même, il est assez ambitieux, que ces terrains, on l'a vu, révèlent plusieurs enjeux. Donc il faudra veiller en tout cas à aménager cette zone, mais tout en arrivant à concilier voilà, campagne et densité, et de proposer une programmation mixte. Il y a eu beaucoup d'échanges aussi sur les publics à accueillir dans les autres formes d'habitat. Donc il y a des personnes voilà, qui se dirigeaient vers plutôt de l'habitat senior. On a eu aussi voilà, des gens qui disaient qu'il y avait des personnes seules, fragiles. Donc en tout cas, une typologie qui devra répondre un peu à différents publics, et de veiller voilà, dans ce souci d'opération d'ensemble à une certaine cohérence et harmonie. Donc on arrive voilà, aujourd'hui à des objets, en tout cas des usages assez clairs et fixés. Donc l'habitat inclusif au centre, qui fera environ 500 m². Ce sera donc 2 pavillons avec à chaque fois 6 pavillons de 6 logements. Donc ça fait voilà, c'est pour ça qu'il y a T6 à chaque fois, avec c'est 5 logements, 2 pavillons de 5, ça fait 10. Ouais. Alors voilà, un réservé aux personnes autonomes et un pour les personnes un peu plus dépendantes, et tout ça s'articulant autour de parties communes. On a du coup l'habitat locatif, donc aujourd'hui voilà, un peu moins de 2000 m² de fléchés, avec en fait 30 logements allant du T2 au T4. Donc un tiers-lieu, donc un espace de convivialité avec bureau et atelier, salle d'animation d'environ 150 m², puisque l'objectif c'était, au-delà de l'habitat inclusif, effectivement de proposer un lieu de rencontre et un lieu d'animation pour les résidents, mais aussi plus globalement pour tous les habitants du centre-bourg de Saint-Étienne et de la commune. Et donc ce fameux espace public, mais qui en fait s'oriente aussi autour de la zone humide. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il est très important. Mais l'objectif c'est de pouvoir un peu valoriser la zone humide, et pourquoi pas travailler à des liaisons, ou en tout cas voilà, à le voir comme un espace jardiné, ménager, de vie. Et donc on arrive aujourd'hui à un scénario final donc, qui a été travaillé par l'architecte et l'urbaniste sur voilà, une forme assez dense. Donc vous avez en partie nord une vingtaine de logements sur
la partie vraiment en face donc de la maison de Castéra, le fameux tiers-lieu. Ensuite, du coup, de nouveau une vingtaine de logements côté rue. Et donc, la partie qui donne le plus sur la zone humide, c'est le fameux habitat inclusif, donc avec 2 pavillons et ces fameux parties communes. Donc on voit que l'ensemble du programme, en tout cas et des usages imaginés, entre sur la parcelle, que ça laisse quand même de la place. On a fléché aujourd'hui près de 10% réservés à des espaces paysagers pour justement, vu que c'était quelque chose qui était beaucoup ressorti des ateliers, se dire vraiment valoriser cet espace à la campagne, donc trouver des espaces privés, de jardin ou en tout cas de liaison. Et donc vous avez une programmation à peu près finie et il est proposé dans la partie donc, que vous voyez au sud de réserver quand même une bonne partie, une partie de l'emprise pour un projet privé libre et de ne pas prendre l'ensemble de la parcelle et de se permettre d'avoir en fait une réserve foncière sur le site tout en pourquoi pas une nouvelle tranche d'opération ou de l'habitat privé. Et ça nous amène du coup à partir de ce scénario à un premier bilan et des premiers chiffrages. Donc on est vraiment là pour la partie encore travaux, donc à identifier. On est sur la base de ratios et de mètres carrés. C'est pas un bilan, vous allez le voir, très précis à la virgule près, mais en tout cas c'est un bilan qui commence à vous permettre vraiment de vous projeter sur l'opération. Et donc pour ce qui est des 32 logements, aujourd'hui on a une opération qui monte à plus de 6 millions, comme vous le voyez, avec du coup, en tout cas en fonds propres pour Néotoa, un peu plus d'1 million. Une partie de subventions et d'emprunts, du coup, qui représente 74% du projet, donc qui fait à peu près 5 millions. Et vous voyez ce que représenterait du coup le fonds propre pour la commune, 441 300 €, ce qui comprend en fait l'acquisition du terrain donc, que vous avez déjà réalisé. L'aménagement, vous le voyez dans l'aménagement, il y a aujourd'hui la viabilisation avec les 4 raccordements prévus puisqu'on a 4 bâtiments. Un linéaire de voirie, le stationnement puisqu'il y a 35 places projetées, ça fait un peu plus d'une par logement et notamment pour l'habitat collectif. La prise en compte aussi de la création de la piste cyclable et du coup une réserve pour tout ce qui est aménagement paysager puisque comme on l'a dit, on se réserve 10% pour, pourquoi pas réfléchir à des aménagements paysagers. Donc aujourd'hui, c'est le bilan de l'opération qui est proposé et vous voyez aussi en face donc, les recettes. S'il y a une petite ligne qui est encore en suspens sur subvention collectivité, c'est parce que du coup pour le projet, pour pouvoir prétendre aux subventions départementales, donc c'est les lignes que vous voyez dans les recettes, c'est des 35. Pour 1 € mis par le département, il faut 20 centimes de la collectivité. Comme vous le savez peut-être, Quénon Marche de Bretagne va relancer là en 2024 et 2025 son PLH, son programme local de l'habitat. Donc c'est toutes les discussions qui vont avoir lieu sur quelles actions Quénon met en place et pourquoi pas la subvention ou l'aide pour des logements sociaux. Donc cette ligne aujourd'hui, elle sera soit pour la commune, soit pour Quénon Marche de Bretagne ou peut-être mixte, mais elle est aujourd'hui dans votre bilan, en tout cas front propre commune, pour que vous ayez une vraie vue sur le coût de l'opération. Donc je ne sais pas si ça appelle d'ores et déjà des questions. Oui. On a, effectivement, lors des débats, il avait été dit que ça ne permettait pas encore de se projeter. En tout cas, il n'y avait que la ligne subvention. Donc, avec l'urbaniste et l'architecte, on a travaillé, en tout cas, c'est pour ça que c'est sur des éléments de ratio et de mètres carrés. C'est vraiment une première idée, mais c'est aujourd'hui des ratios qui sont proposés par l'urbaniste qu'on a recroisés, nous, avec le service bâtiment de Quénon Marche de Bretagne. Et c'est des tarifs, en tout cas, qu'on voit sur des opérations d'ensemble. Donc c'était vraiment pour vous apporter un peu plus de clarté. Effectivement, à l'intercommission, on n'avait pas encore ces éléments précis, en tout cas sur la partie aménagement. Et du coup, la partie peut-être aujourd'hui un peu moins connue, avec les 2 inconnus, donc le tiers-lieu. Aujourd'hui, on vous a vraiment mis un ratio sur la base des 150 mètres carrés. On aurait une opération autour des 530 000 €. Un plan de financement qui n'est pas connu, mais vous voyez aujourd'hui qu'on a fait quand même le travail de préflécher, on va dire, des cofinancements qu'on connaît ou auxquels l'opération pourrait prétendre, sans mettre de montant. Mais vous voyez, le département, le CDST, on est entre 25 et 50%. L'État, entre la DETR et la DSIL, 30 à 80%. En fait, ça nous permet de nous projeter sur un montant potentiel de subvention de 60% qui paraît atteignable pour ce type de projet.
Et vous voyez aussi la zone humide, puisque l'étude environnementale, donc c'est la fameuse étude faune-flore dont on sait qu'on ne pourra pas se passer. Et après, il est proposé un premier chiffrage, mais ça c'est totalement à discuter aussi, sur une AMO pour justement dessiner des futurs aménagements paysagers, sachant que sur ces deux lots, aujourd'hui, au vu de la zone humide, l'agence de l'eau proposera une prise en charge de 50% des dossiers. Donc que ce soit pour les études ou pour la réalisation des travaux. Donc on aurait tendance à vous dire que c'est le moment, mais en tout cas, ça peut être travaillé d'une autre façon, en se fixant peut-être un montant de travaux maximal, et après en travaillant dans le sens inverse à faire l'AMO et l'étude selon le budget que vous aurez défini. Mais il existe des cofinancements sur ce sujet aussi. Alors moi j'ai vu un appel à projet aujourd'hui. C'est pas par rapport aux zones de captage, parce que les 80% c'est par rapport aux zones de captage, je crois. Ouais, là c'est vraiment un appel à projet sur végétalisation des centres-bourgs et la prise en compte de la ressource en eau. Et juste pour finir sur les perspectives, donc sur les 32 logements, en tout cas sur l'opération de logement, on sent bien que Neotoa nous demande aujourd'hui de travailler, ou en tout cas de connaître les opérations à venir sur la commune et de qualifier la demande, parce qu'ils ont vraiment encore des questions en suspens, notamment sur les publics, sur la partie des logements libres, en fait, de savoir à qui on va s'adresser. Donc seniors, personnes vulnérables, on a fléché ça. Mais au-delà de ça, il va falloir qu'on soit un peu plus précis, parce que selon les publics, on proposera une typologie. Donc sur ça, ils sont encore un peu en attente d'éléments pour nous dire justement, et affiner en fait, vous l'avez vu, du coup ça va du T2 au T4, c'est les proportions entre chaque typologie qu'il nous faut travailler. Ils veulent aussi qu'on travaille, enfin en tout cas collectivement, à la réciprocité de l'habitat inclusif, parce qu'aujourd'hui, sortir du coup 2 pavillons T6, c'est quand même des très grosses typologies, et ça veut dire que demain, si mettons c'est plus de l'habitat inclusif, il faut que ça puisse être réorienté. Donc est-ce que c'est de l'habitat senior? Est-ce que c'est réservé pour une famille? En fait, ils sont obligés de travailler, vu qu'ils ont des bilans avec des retours d'investissement sur plus de 50 ans, à se dire cette opération, très bien aujourd'hui, elle répond à un besoin, mais est-ce que ce besoin sera encore là dans 30 ans, 40 ans? Donc voilà, il y a un sujet quand même de... Et ça entraîne du coup la rationalisation des parties communes, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait que le bilan, il est encore un peu déficitaire sur l'habitat inclusif. Et aussi de valider le principe de poursuivre les échanges, en tout cas avec la commune, pour peut-être débuter en tout cas les études préalables et donc d'engager des dépenses. On l'a vu, le tiers-lieu aujourd'hui il est aussi un peu en suspens, et du coup il pose la question de l'optimisation des salles communales qui sont autour. Donc on a vu la salle des Rochers, la salle Yvon-le-Maine. On va dire que pour ne pas bloquer l'opération et garder ce côté convivial, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution transitoire à un peu travailler dans ces équipements en regardant quelles sont leurs occupations. Est-ce qu'en journée, on pourrait flécher des temps d'animation sans se dire qu'on construit le tiers-lieu tout de suite. Et après, du coup, on retombe sur l'espace naturel sensible. Donc ça, c'est la démarche qu'engage le département, qui cherche en fait à labelliser des espaces. Et derrière, vous bénéficiez pareil de 50% de cofinancement des études et des aménagements à venir. C'est une convention qui est engageante, qui est pour 10 ans, et qui, vraiment, on va venir un peu sanctuariser l'espace et le mettre en tourisme. Merci Flavie pour cette présentation complète. Donc voilà, vous avez tous les éléments. Donc c'est un projet très intéressant sur Saint-Étienne qui permet de dynamiser un lieu qui a du potentiel, qui répond à un besoin aujourd'hui qui n'existe pas. Alors sur la commune et plus largement, l'habitat inclusif, c'est un vrai domaine en manque. L'intérêt, c'est que ça a vraiment été travaillé de manière partenariale. Il y a eu pas mal de réunions. L'atelier a été vraiment pertinent. Vous avez le croquis. Donc voilà. Après, si vous avez des questions, c'est maintenant. On l'a travaillé en intercommission. Là, on a eu plus de chiffres, comme disait Céline, qu'à l'intercommission, on n'avait pas tous les éléments. Donc là, on voit qu'il y a un reste à charge, entre guillemets, de 400 000 euros. Mais dedans, vous avez le prix du terrain qu'on a déjà payé. Donc on est autour de 300 000 euros de reste à charge aujourd'hui. Sachant que, et Flavie l'a précisé, Quenon est en train de définir son plan local, plan de logement, plan local de l'habitat, donc le PLH, et que bien sûr Quenon sera partie prenante. Aujourd'hui, on ne sait pas les proportions, parce qu'on n'avait pas de chiffres. Donc aujourd'hui on est dans le projet et dans la question de savoir si est-ce qu'on va plus loin et qu'on estime ou qu'on désire doter Saint-Étienne et donc Menroc de ce type de quartier
qui serait un vrai plus pour la commune. Et dans un deuxième temps, et d'ailleurs vous l'avez vu dans la délibération, on marque bien que l'avis financier sera pris une fois qu'on aura tous les éléments chiffrés et qu'on aura travaillé avec Quenon, parce que derrière c'est un projet qui est aussi communautaire. Donc là aujourd'hui, c'est plus un avis de principe qu'un engagement financier, puisqu'aujourd'hui on a une plus grande visibilité, mais on ne sait pas encore la répartition. Voilà. Et comme disait Flavie, il y a encore des interrogations. Le tiers-lieu est intéressant, mais sans doute qu'on peut le faire dans un temps second, voire autrement. De la même manière, on a prévu 15 logements seniors, peut-être qu'on en fera moins. Voilà, il y a plein, ça peut être phasé, ça peut être. Donc tout dépendra, nous, commune, si on y va, et si on y va, quelle enveloppe on y alloue. Voilà, et après, selon l'enveloppe que nous, on y mettra, le projet se dimensionnera. Donc là, on est vraiment dans la phase, alors je dirais pas la phase initiale, mais on a le projet, les attendus, la vision sur le terrain, les usages. Maintenant, il faut affiner un peu plus. Céline. Oui, moi je souhaitais savoir, donc là, bon, je comprends bien que c'est encore qu'un projet, je souhaiterais savoir quelle date d'échéance on pouvait mettre sur ce projet. Et ce qui me gêne un petit peu aussi, moi, c'est qu'on a fait le PPI là, il y a un mois et il n'en était pas question du tout sur la prévision en fait. Alors sur la prévision, c'est pas avant 2026, parce que là on est vraiment alors pas la genèse, parce que ça fait déjà un petit moment que c'est parti, mais là on a une visibilité. Derrière il y a pas mal d'études à faire, il y a pas mal de donc c'est 2026, 2027, pas avant. Donc effectivement sur le PPI qu'on avait, on n'avait pas les données, donc on ne pouvait pas l'inscrire. Voilà, on sait pas. Après c'est aussi l'intérêt. Ce sera la commune qui dira voilà, nous on met tant. Le projet est intéressant, mais nous, nos capacités nous permettent de mettre que tant. Et derrière, ce sera avec la Comcom et avec les porteurs de projet de dimensionner. L'intérêt de ce projet-là, c'est qu'il est là, c'est vraiment la version globale. Là, on a tout d'un coup. Voilà. L'urgence, c'est l'habitat inclusif. Là, il y a un vrai besoin. Il y a des familles qui attendent. Le tiers-lieu n'est pas forcément obligatoire tout de suite. Et même les logements, ça peut être fait de manière progressive. Donc après, là-dessus, c'est les capacités de la commune, de la commune et de la Comcom. Parce que j'insiste, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est Flavie qui vous le présente. C'est chapeauté par la Comcom et ça rentre dans son PLH. Et il y aura une part de la Comcom à prendre. Aujourd'hui, on ne sait pas laquelle, parce que ça n'a pas été encore discuté financièrement. Donc voilà. Mais on sera... je dirais, on travaille pour l'avenir. C'est-à-dire que là, on a un projet, mais il ne sera pas fait sous ce mandat-là, parce que c'est un travail de fond qui est mené. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres... Alors, vous l'avez vu, dans ce qu'on avait mis, on avait demandé à la recyclerie, parce que ça nous paraissait intéressant d'avoir dans ce quartier éco-solidaire, d'avoir la recyclerie, parce qu'il y a une activité, des missions qui étaient assez intéressantes. Donc ça a été travaillé. Et comme disait Flavie, il y a eu un gros travail de fait vraiment sur quelle est la recyclerie idéale. Voilà, on a vu que c'était pas tenable sur le terrain, et de même, on nous dit non, donc c'est là où il y aura un travail engagé parallèle avec la Comcom pour d'autres lieux. Mais voilà, ça a vraiment été travaillé avec beaucoup de partenaires. Donc c'est pour arriver à ce projet. Gaëtan. Je voulais savoir si au niveau du PLUI, la dénomination de cet endroit est différent que de l'habitat. C'est-à-dire que si ce projet ne va pas au bout, est-ce qu'il faudra modifier le PLUI à l'avenir pour qu'il se transforme, ou alors il n'y a rien à faire? Du coup, en fait, là, selon l'orientation qui sera prise ce soir et un peu les avancées, il y aura la discussion de pourquoi pas faire une OAP sur ce secteur pour en fait venir flécher un peu les principes que vous avez vus là, donc les principes d'organisation, à la fois la densité attendue sur la parcelle, les questions d'accès, donc si vous fléchez la voie cyclable et comment, les accès piétons, pour en fait se dire que ça va contraindre une partie du projet et que ce sera inscrit dans le PLUI. Après, aujourd'hui, le PLUI, il est en cours d'écriture.
techniquement, on essaye aussi de valoriser aujourd'hui le fait pour ces quartiers qui sont un peu innovants et qui ne... Enfin là, si en l'occurrence, il y a aussi un tiers-lieu, une zone humide et de l'habitat, que justement, ils ne viennent pas être fléchés uniquement dans l'enveloppe habitat, mais qui est une enveloppe réservée pour des projets un peu transversaux, complets et qui touchent à plusieurs thématiques, et qu'en fait, ils soient du coup plus facilement, en tout cas, instruits et inscrits dans le PLUI, parce que dans le PLUI, il va y avoir un vrai enjeu avec la mise en œuvre du ZAN, avec des enveloppes foncières extrêmement contraintes. Donc aujourd'hui, ces projets qui sont travaillés, transversaux, qui ont quand même une valeur environnementale et sociale, il faut qu'on arrive à les faire voir, ou en tout cas les identifier plus facilement que de l'habitat simple et qu'un lotissement. C'est pour ça, en fait, ma question, elle était quand même liée à la loi zéro artificialisation, parce que ce projet-là, effectivement, on le voit bien, il a beaucoup d'atouts et d'intérêts, on va dire, dans tout ce qui est social, environnement, même au niveau bien-être, sans doute, du quartier. Maintenant, je m'interroge parce que la bagarre va être serrée, puis il va falloir prioriser les projets à l'échelon de Couesnon, à l'échelon de la commune. Et je m'interroge sur est-ce qu'on est en capacité sur notre commune à faire des projets où il n'y a pas de densité de population, parce que la maison Helena, par exemple, à côté, elle est beaucoup plus dense en habitat. Et donc, je m'interroge en fait sur la densité, parce que je ne sais pas si on pourra se le permettre tout simplement, ou alors si ce sera encore autorisé ce genre de projet. Et je m'interroge aussi pourquoi on n'a pas inclus la totalité de la parcelle, parce qu'il y avait quand même de l'eau, enfin je crois qu'il y a de l'eau à côté. Donc en termes de densification, c'est pas le top non plus. Donc voilà, je m'interroge en fait sur les objectifs un peu contradictoires par rapport à la loi ZAN. Alors, c'est pas contradictoire, effectivement, ça fait partie des projets. Tu parlais de la maison Helena. La maison Helena, elle est densification, parce qu'on est déjà sur du consommé, dans le MOS, donc l'outil, la région qui permet de voir les constructions. La maison Helena, c'est 0, parce que c'est déjà sur du centre-bourg, donc c'est consommé. Là, effectivement, l'enjeu, on est sur de la consommation. Donc, ça fait partie des projets qu'on va inscrire, qui seront à débattre entre nous et au niveau de la Comcom, c'est clair, ça fait partie des projets de densification. Ils ont déjà été fléchés puisqu'on les avait mis notamment dans l'ORT et dans le cadre de PVD. C'est un projet qui est déjà fléché depuis un moment, donc dans les services du SCOT, ils l'ont déjà intégré dans les projets possibles. Donc voilà. Après, effectivement, oui, ça fera partie des arbitrages qu'il y aura à faire, et pour nous, et nous, et au niveau de Couesnon. Ça, c'est clair. Et vas-y, si tu peux. Sur les objectifs de densité, du coup, 32 logements, il y a 7500 mètres carrés. Donc on est au-dessus, en tout cas juridiquement aujourd'hui, sur les attendus du SCOT. Je crois que pour le Main Rock en tant que pôle, c'est 25 logements à l'hectare. Donc en tout cas, sur la densité pure, logement à l'hectare, aujourd'hui, votre opération, telle qu'elle est dessinée là, en tout cas, elle est au-dessus des objectifs. Voilà, alors il y aura la question effectivement des 2 parcelles à côté, qui faisaient partie aussi des engagements. Donc il y aura une réflexion à mener. Là, c'est vraiment sur le projet en lui-même. C'est pas ce qui va être déposé pour le ZAN. C'est vraiment l'aspect habitat inclusif et cette densification. Moi, je trouve qu'au contraire, sur une parcelle non consommée, ils ont quand même bien travaillé. On a réussi à densifier sans que ce soit non plus des barres. L'idée de travailler cet espace au centre, c'est d'également avoir de l'intergénérationnel, de l'inter-condition, voilà, on est vraiment sur un espace pour créer un lieu de vie et de l'ouvrir à la fois sur la maison de Castéra, qui est un emplacement remarquable, et sur la zone naturelle. Donc il y a quand même à la fois ce souci de ne pas dénaturer ou de ne pas artificialiser l'ensemble, mais en même temps de densifier. Donc, après, c'est une esquisse architecte, c'est toujours beau sur le dessin. Il faudra voir après les plans 3D, etc. Mais déjà, dans la conception, c'est quand même mieux pour ceux qui étaient à l'atelier. On avait quand même des premiers plans où la densification était... On avait un plan d'ailleurs où c'était des barres. C'était des barres partout. Là, il y a quand même eu un souci pour aller un peu plus loin. Michel. Bon, moi, j'ai participé aux différents ateliers. Juste, on disait tout à l'heure, on parle beaucoup d'habitat senior ou
quelle est la place des jeunes par rapport à ça? Quand même beaucoup une demande de comment, pour les jeunes aussi, qui veulent aussi avoir de l'habitat, ou il y a un problème de logement sur Medrock. Comment on les fait participer, ou enfin, quelles sont leurs places là-dedans? Parce qu'on parle beaucoup d'habitat senior, mais il faut aussi une mixité. Effectivement, c'est ce que voilà, Maxime le remet. C'est effectivement ce qu'on avait, le questionnement qui reste à définir à la fois en commune et CCAS, parce que c'est transversal. C'est de définir quelles sont les typologies que l'on souhaite. Et tu as raison, il y a sûrement une réflexion à avoir sur les jeunes. Là, c'était vraiment, nous, la commande, c'était de dire, on veut densifier, on veut du logement senior, parce que sur Saint-Étienne, on n'a pas de logement senior adapté. On veut également pour les familles, mais on peut très bien nous donner la commande, parmi les logements, d'avoir également des studios pour des jeunes qui ont besoin. Donc ça, cette partie-là, elle est encore à définir. Et là-dessus, on a la main. C'est nous qui donnerons à Neotoa les typologies que l'on souhaite. Donc effectivement, tu as raison, ça fait partie des réflexions qu'on doit mener. La mixité. De la mixité. La mixité, tout à fait. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres interrogations. Alors, c'est vrai qu'on avait beaucoup débroussaillé en intercommission pour ceux qui étaient là. Mais voilà un petit peu le... donc là, ce soir, l'objectif, c'est vraiment de donner un avis de principe, de dire, voilà, le conseil municipal a pris acte du projet, en a pris connaissance, et estime qu'il a un intérêt pour la commune, et la commune donne un avis favorable à la poursuite du projet. Et derrière, comme on le disait, travaille sur les typologies, pas très beau. On va travailler sur le budget et on devra définir, nous, communes, quelle enveloppe on met, maximum. Et derrière, il y a tout un travail avec la Comcom et avec Neotoa. Donc voilà Mais c'était important qu'on fasse une étape, même pour les architectes, on est sur un domaine communal, donc il faut qu'à un moment donné, la commune puisse se positionner. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais pouvoir mettre aux voix. Donc vous avez... Oui. Donc, tout à fait. Donc Zbig ne participe pas au vote. Et donc dans la délibération, on vous demande donc de donner un avis favorable au projet présenté à la poursuite des études. Et on précise qu'un vote définitif d'accord sera nécessaire à réception de l'ensemble des données financières du projet, notamment la participation éventuelle de la commune à l'équipe de l'opération et les conditions de viabilisation de la parcelle. Donc c'est vraiment une étape, ça permet de dire continuez, on y va, mais par contre, avant d'engager concrètement l'opération, on reviendra devant le conseil et le conseil pourra très bien dire non. Voilà. Donc dans ce cas-là, il faudra voir si c'est la Comcom ou quelqu'un d'autre, mais on a cette possibilité-là, on ne s'engage pas. Ce n'est pas un chèque en blanc qui est donné. Donc sur cette délibération, est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. Est-ce que tu as un pouvoir? Non, vous êtes tous là, donc non. Une abstention. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Donc je vous remercie pour cet avis favorable. Merci Flavie. On va pouvoir te libérer. Bonne soirée et bon retour. Et Maxime va pouvoir revenir à son poste. Ça, c'est bon. Hop. Merci Flavie, bonne soirée. Du coup, on va pouvoir continuer. Donc, point numéro 3, c'était donc juste que vous preniez acte de la proposition retenue, c'était par rapport à l'emprunt. Donc, voilà, conformément à ce qu'on avait vu au dernier conseil, c'est l'offre d'Arkea qui était la plus intéressante.
Donc 1,5 million, 20 ans, 3,51%. Donc ce que je vous avais présenté, hein, donc c'est celui-ci que j'ai contracté. La signature est partie, donc ça ne devrait pas tarder. Donc voilà, donc c'était pour que le conseil prenne acte que ce qui avait été présenté, voilà, on a retenu cette offre qui était la plus intéressante. Voilà. Alors, point numéro 4, on a donc un point sur le budget lotissement de la Grande Noailles, puisque l'exercice, la Grande Noailles continue. On va voir, on a un dernier lot normalement qui va être vendu. Mais sur le budget annexe Grande Noailles, il nous manquait quelques crédits avant de récupérer donc la vente. Et donc voilà, c'est une décision modificative numéro 1 qui nous permet d'ajuster les crédits pour le budget de la Grande Noailles de l'exercice en cours. Donc voilà pour l'explication. Donc sur cette DM numéro 1, est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Nous avons également une modification par rapport aux régies. Vous savez que la commune a des régies communales pour un certain nombre de recettes que l'on engrange. Et nous avions dans notre régie multiproduit numéro 600007 pour l'encaissement des produits de l'aire de camping-car. Donc voilà, on avait une régie multiproduit. Et donc là, on va ajouter dans cette régie l'encaissement des produits de location et taxes de séjour de l'aire cyclotourisme. Puisqu'en fait, depuis l'inauguration, le 23 mars, on a beaucoup de demandes de location. Là, ça a commencé la semaine dernière. Non, la semaine déjà la semaine d'avant. Et là, on en a quasiment tous les 2 jours, quasiment. Donc voilà. Donc comme dit Pascal, on a dépassé la dizaine. Donc c'est chouette. Ça veut dire qu'il y a un vrai attrait. Hein. Donc alors pour l'instant, on a beaucoup de tentes puisque voilà, on a quelques cabanes. Donc du coup, le logiciel est encore en cours d'installation, mais du coup, il faut qu'on puisse percevoir ces recettes et du coup, voilà, pourquoi on modifie la recette multiproduit. Mais c'est une belle, un beau retour. Et pour la taxe de séjour, effectivement, puisque on rentre dans le cadre de la taxe de séjour, et donc cette taxe de séjour est reversée à Quénon, voilà, pour justement des équipements touristiques sur la Comcom. Donc voilà, donc on décide de modifier la régie dénommée multiproduit numéro 600007, de dire que les recettes seront perçues comme remises à l'usage d'un ticket au formulaire assimilé, facture quittance, que le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est porté de 300 à 500 € et que le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées au minimum une fois par trimestre et lors de sa sortie de fonction. Voilà, donc ça va permettre de pouvoir encaisser les venues de nos touristes à vélo. Est-ce que sur cette modification de régie, il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Donc voilà, donc c'est bien, ça commence... J'allais dire sur les chapeaux de roue, oui, si, les vélos ont des roues, donc ça marche, hein, sur les chapeaux de roue. Alors juste une parenthèse, c'est vrai que vous avez vu, hein, on avait prévu le week-end dernier un événement autour du vélo, vu le temps, voilà, il a été reporté. Donc la prochaine date vous sera communiquée rapidement, mais on était encore dans une période un peu pluvieuse, on espère que c'est bientôt fini. Point numéro 6, les cimetières communaux. Donc c'est la création d'une autorisation de programme et de crédit de paiement pour nos cimetières. Donc voilà, nos cimetières, on arrive à un moment donné, on a besoin de renouveler nos cimetières, notamment sur tout ce qui est cavurne. Voilà, columbarium, on commence à être très juste sur nos 2 cimetières de Saint-Brice et Saint-Étienne. Donc il y a un travail qui a été mené entre élus et agents pour justement proposer de nouveaux emplacements. Voilà, avec une entreprise. Donc là, vous avez le montant total. Hein, on est à... est-ce qu'on a mis le montant 60, ouais, on est à 70 000. Donc on a une autorisation de programme. Donc, maintenant, vous connaissez le principe. Hein. On est obligé de faire une autorisation de programme puisqu'on va la répartir sur 3 années, puisque l'entreprise autorise un étalement. Et sachant que
ce montant-là, il est entièrement pris en charge puisque c'est remboursé par l'achat des emplacements. Hein, donc voilà. Donc voilà, ça va permettre de donner. Alors on avait notamment sur les deux les jardins des souvenirs qui sont plus aux normes, qu'il faut revoir. Donc on va refaire les jardins des souvenirs, on remet les cavures, des columbariums. Voilà, donc on va redonner un coup de jeune à nos cimetières. On va en profiter pour, vous l'avez vu, hein, végétaliser un peu plus nos cimetières. Donc c'est redonner un coup de pouce et surtout aider Laurence qui n'avait plus de place pour les demandes. Donc là, il était grand temps qu'on agisse. Donc voilà, donc une autorisation de programme à hauteur de 70 000 sur 3 ans. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Oui, Isabelle? Vas-y. J'ai été déjà intervenue une fois pour poser cette question-là. On reparle cimetière. J'ai toujours le cas d'une personne qui souhaitait toujours pas être ni enterrée, ni... Oui. Est-ce qu'à un moment, on a fait Oui. l'étude Oui. Oui, ça tombe bien, on peut te donner la Voilà. réponse. Eh ben, parfait. Oui, Merci. oui, en fait, c'est ce qu'on appelle des enfeux. Vous savez, c'est des dispositifs qui sont plutôt dans les pays chauds, qui sont des tombes surélevées, en fait, hein, qui ne sont pas dans la terre. Et c'est vrai que la demande avait été faite il y a déjà un petit moment. À l'époque, c'était des dispositifs assez lourds qui demandaient des réseaux d'assainissement. Enfin, c'était... et donc, la mairie de l'époque, hein, la commune avait décliné. On s'est renseigné. Aujourd'hui, c'est des systèmes autonomes qui sont beaucoup plus simples. Donc là, on a un prix. Moi, j'ai vu les familles qui sont intéressées. Elles sont favorables. Donc, on va pouvoir leur proposer des enfeux. Et donc, tu fais bien, Isabelle, parce que du coup, je passe un appel. Si on a des familles qui désirent des enfeux, voilà, qu'elles viennent nous voir. Parce qu'il y a un petit coût. Bon, pas plus cher que si vous faites toute votre pierre tombale, le caveau, voilà, mais il y a un coût. Donc, on s'est renseigné. Aujourd'hui, c'est possible. Voilà. Donc, comme quoi, on avance. Hein. Alors, mais surtout, la technologie avance. Et aujourd'hui, c'est voilà, c'est autonome, donc ça se fait sans problème. Il y a 5-6 ans, il fallait faire tout un réseau. Et là, ça aurait été nos sales techniques qui auraient dû intervenir. Donc là, ce n'était pas envisageable. Voilà. Pour répondre à ta question. Et d'ailleurs, j'ai vu les quelques familles qui étaient intéressées. J'en ai vu la plupart, donc ils sont au courant. Point numéro 7, donc le local 102 bis rue de l'église, donc c'est juste à côté. Donc voilà, on avait une enseigne qui était partie au cours de l'été. Donc là, on a trouvé un nouveau locataire qui prendra le local au 1er juillet 2024. Et donc la délibération de ce soir, c'est de valider justement cette location avec une proposition de loyer dégressif. Enfin, pas dégressif, progressif, dans l'autre sens, pardon. Donc la première année, on est à 450 €, la deuxième année, 500 €, la troisième année, 550 €. C'est le même modèle qu'on avait fait pour la précédente enseigne. Ça permet d'atténuer un petit peu la prise en main. Voilà, donc, et donc ce sera un magasin de vêtements et d'accessoires pour femmes qui va s'installer. Donc c'est une suite logique par rapport à la précédente enseigne. Voilà, donc 1er juillet. Alors, on le dit tout de suite, hein, elle n'ouvrira pas 1er juillet. Elle prend le bail 1er juillet, le temps qu'elle s'installe, qu'elle aménage. C'est prévu pour la rentrée. Voilà, donc n'allez pas taper au carreau en disant je veux voir, hein, ça ne commencera qu'à la rentrée. Voilà, et donc ce sera Maître Goudal qui fera la rédaction des baux commerciaux. Et les frais seront partagés par moitié entre le bailleur et les preneurs. Est-ce que sur ce loyer, il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. On est au moins à 90 mètres carrés. On va regarder exactement. Après, c'est grand, hein, parce qu'il y a une réserve derrière. Bien joué. Donc 90 mètres carrés, pile poil. Et donc 60 mètres de surface de vente, 60 mètres carrés. Donc c'est un bel espace. Hein. Et d'ailleurs,
Vous avez vu, hein, pendant la période de latence, on a accueilli donc Optique du Coglay qui était en travaux. Et ça a eu une vertu puisque beaucoup de clients de Optique du Coglay sont venus et ont découvert qu'il y avait un magasin. Comme quoi, on a beau être en plein centre-ville, il y a des choses assez étonnantes et voilà, les habitants ne passaient pas forcément par là ou ne faisaient pas attention. Là, le fait qu'on ait une entreprise optique, du coup, on a sans doute plus de clients qui iront spontanément, donc on n'a pas perdu notre temps. C'est sûr qu'avec un magasin de lunettes, on voit mieux. Je retiens. Alors, point numéro 8, on est sur les commandes publiques, donc rénovation thermique, groupe scolaire Jacques Prévert. Je vais laisser Catherine nous présenter les mises à jour du marché. Je te laisse la parole. Vas-y. Donc voilà, alors ce soir, il est présenté au Conseil 3 avenants. L'un concerne l'entreprise Belloir SAS, donc pour les aménagements intérieurs. Et l'avenant concerne donc les prestations suivantes: fourniture et pose de faïences supplémentaires dans les blocs sanitaires au droit des lavabos pour un montant de 1 551,38 € hors taxe. Cela, c'est une demande de la maîtrise d'ouvrage au vu de l'absence de faïence en certains endroits. Après, donc, reprise des doublages au droit des menuiseries extérieures pour un montant de 5 855 € hors taxe. Cette prestation est liée à la modification du système de pose des menuiseries extérieures, vue en début de chantier suite à la dépose des menuiseries existantes, et en partie également à l'exigence du bureau de contrôle d'assurer une étanchéité parfaite. Et reprise des doublages des cloisons en maternelle pour un montant de 7 768,83 € hors taxe. Alors, cette prestation est liée à la découverte de l'état du doublage existant des murs donnant sur l'extérieur, doublage complètement pourri découvert lors de la dépose des plaintes et des revêtements de sol, afin de préparer la pose du nouveau sol. Le montant global de l'avenant numéro 5 pour l'entreprise Belloir SAS est de 15 175,21 € hors taxe, soit plus 8,41% du marché initial. Alors, je tiens à préciser que l'entreprise Belloir prend à sa charge gracieusement la dépose et repose des cornières des faux plafonds ainsi que la modification des ossatures de plaques en plafond qui étaient déjà mises en place. Alors, un deuxième avenant pour l'entreprise CSA, plomberie, chauffage, ventilation. Il s'agit du troisième avenant pour l'entreprise et ça concerne la dépose de la chaudière existante pour un montant de 6 494 € hors taxe. Lors de l'appel d'offres numéro 3, l'option de changer la chaudière fuel pour une chaudière gaz a été validée par la commission d'appel d'offres. Le chiffrage de la dépose n'a pas été notifié à l'entreprise. Il convient donc de le notifier à celle-ci. Et le montant global de l'avenant numéro 3 pour l'entreprise CSA est de 6 494 € hors taxe, soit une plus-value de 3,13% du marché initial. Alors, le troisième avenant concerne le coordonnateur sécurité protection de la santé, c'est-à-dire la Socotec. Il s'agit de son premier avenant. L'avenant prend en compte la prolongation de la durée du chantier et l'intégration des 4 dernières entreprises qui ont été désignées lors de l'appel d'offres numéro 4. Donc, le montant global de l'avenant 1 pour la Socotec est de 1 800 € hors taxe, soit 70% du marché initial. Alors, à noter qu'il s'agit d'une obligation réglementaire. Il a également été consenti par la Socotec, après négociation par la maîtrise d'ouvrage, une baisse de 300 € par rapport à l'offre initiale.
Alors, sur ce chantier, voilà donc les 3 avenants. Sur ce chantier de rénovation énergétique, nous avons depuis le démarrage 230 404,87 hors taxes d'avenants en plus-value, qui sont décomposés comme suit. 31 337,87 € hors taxes de travaux supplémentaires liés à des observations du bureau de contrôle ou de la commission sécurité. Voilà. Et 92 714,47 € hors taxes de travaux supplémentaires liés à la modification de la pose des menuiseries extérieures. Par contre, on a moins 128 523,45 € d'avenants en moins. En fait, c'est donc une mise au point du marché de l'entreprise Denwall. Donc, en résumé, ce qui fait un total d'avenants sur tous les lots de 101 881,42 € hors taxes. Voilà. Voilà. Merci Catherine pour cette précision complète. Voilà, donc c'est vrai que quand on a enlevé les plaintes du sol, voilà, ça interroge un peu sur l'état de l'école depuis de nombreuses années. Et voilà. Et c'est vrai que sur les menuiseries, voilà, lorsqu'on a démonté les menuiseries, hein, la tâche qui était prévue n'était pas la bonne. Donc ça, c'est une adaptation qui est quand même. Tu l'as bien constaté, hein, de toute façon. Ah oui, les murs étaient. Bah là, vous avez les photos. En fait, normalement, et heureusement qu'on a prévu d'enlever les sols, parce que si on était resté sur ce qui était prévu au départ, en fait, on n'aurait pas touché aux plaintes et on n'aurait jamais vu. Enfin, on l'aurait vu bien plus tard. Donc là, c'est vrai que là, vous voyez les photos. En fait, il n'y avait pas il n'y avait pas d'isolation extérieure, donc l'eau rentrait et tous les murs maternels extérieurs sont complètement pourris. Donc c'est ce qui explique les avenants. Donc voilà. Bon. Prends ton micro, Lionel. Vas-y. Je disais, on a eu une réunion commission bâtiment l'autre jour avec Catherine et on a été sur les lieux. Et j'ai remarqué que les pelouses, etc., le sol, il est plus haut que le niveau plancher de l'école. Et c'est pour ça, on a juste 15-20 cm d'humidité, on est obligé de changer toute la plaque et tout le reste de la plaque était bon. Ouais. Alors je pense que... Alors le problème que l'on a en plus, c'est que c'était posé à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est pas posé sur rail. En fait, c'est des béatrelles collées, ce qui fait que si on coupe le bas, ce qui était au départ prévu, on avait demandé à Troyes-Belloire vous êtes sur des rails, hein, vous coupez une plaque, vous remettez une plaque. Sauf que là, comme elle est collée, on n'a aucune certitude qu'elle ne tombe pas. Donc voilà, ce qui explique qu'on est en plus obligé de changer toute la hauteur. Bah ouais. Donc là, voilà, c'est... Parce qu'on a déposé les plaintes. Parce qu'on a fait le dernier appel, le dernier marché sur les sols qui nous ont permis d'enlever les plaintes et d'avoir... Voilà. Et ça montre que quand même l'école était dans un état de... Je ne vais pas dire d'insalubrité, mais on pourrait presque utiliser ce terme-là, hein, qui est quand même assez inquiétant. Donc voilà. En tout cas, merci Catherine pour ces précisions sur l'ensemble des avenants. Pascal. Mais du coup, est-ce qu'il est prévu une isolation hydrofuge pour éviter que le problème se reproduise? Parce qu'on ne règle pas le problème de Oui, mais parce que en fait, niveau. De l'autre côté, tout est isolé par l'extérieur. Oui, d'accord. Donc l'isolation extérieure est prévue avec un pare-pluie, un isolant. Voilà. C'est aussi l'intérêt de... Aujourd'hui, en fait, on a une structure qui est perméable. Hein, c'est une structure là, qui n'est pas faite. Là, on revient par devant, toute une structure. Isolation thermique, phonique et un pare-pluie. Et un bardage. Et là, si vous avez vu, on voit déjà que l'école change diamétralement. Hein. Donc voilà. Donc, normalement, ce problème-là, on ne l'aura plus. Donc on n'a pas à remettre le sol, à creuser de manière à baisser le niveau des cours en herbe. Au niveau du sol extérieur. C'est ça. On pourrait atténuer on pourrait atténuer la pente. Hein. Ça peut être fait dans le cas de la végétalisation des cours d'école. Hein, il y aura un travail de mener. Ça peut. Oui, Isabelle. Pour en revenir
Ça fait 7 mois à peu près qu'il pleut tout le temps. Quand on a commencé à désamianter tout ça, moi je suis passée à plusieurs reprises. Les bâches elles volaient au vent. Je pense que quand même le bâtiment, depuis 7 mois, il avait pris de l'eau. Il en avait peut-être pris avant, pendant peut-être de nombreuses années. Mais là, je pense qu'on n'a pas arrangé la situation. Il a quand même été quelques mois. Alors à l'époque, je ne vais pas vous dire quel mois, mais au moment des fêtes, en tout cas, moi je suis passée par là. Il y avait une bâche qui volait. Donc l'eau, tous les jours, il a plu. Vous êtes conscient de ça. Donc je pense quand même qu'il y a eu de nombreuses infiltrations pendant tout le chantier. Là, on est à combien de chantiers? Bon, ça n'a peut-être pas arrangé, ça n'a peut-être pas fait que des dégâts, mais ça n'a sûrement pas arrangé le... Et forcément, comme là, c'est plus chauffé, donc ça se voit sûrement encore plus, quoi. Mais je pense qu'à un moment, on n'a pas tout bâché comme il faut, quoi. Et ça, après, moi, je suis pas... Alors, ça a été constaté, les entreprises concernées ont été convoquées, on a eu explication. Alors, ça n'a pas, c'est pas ça qui a entraîné ces dégâts-là. Mais Isabelle, c'est clair, il y a eu des zones où effectivement, on a eu de l'eau à rentrer, et les adjoints peuvent en témoigner. On a convoqué les entreprises parce que c'est du ressort des entreprises. Hein. Tout à fait. Ah bah en fait il y en avait par le toit. Oui, il y avait des infiltrations partout. Mais effectivement. Et des fuites au niveau des canalisations. Donc voilà quelques photos de l'avancement. Ouais. Donc vous voyez en fait voilà. Et là c'est fini, le bardage fini. Donc ça rend déjà pas mal. Et là on a vraiment même en termes thermiques, hein, on a une épaisseur qui est quand même très conséquente. Donc là-dessus. Voilà, ça commence à prendre forme, mais c'est plutôt, alors je vais dire sympa. On va avoir une belle école, en plus avec une école qui sera énergétiquement vertueuse, et puis qui va durer, parce que là, quand on voit l'état de l'école, il était grand temps de faire quelque chose. Ok, donc sur ces avenants, de toute façon, vous prenez acte. Hein, le conseil ne se prononce pas, mais c'était pour vous tenir informé de ces avenants. Donc, des deux, de la mise à jour des marchés de travaux et du devis complémentaire de la mission CSPS de la Socotec. Alors, en sachant que Catherine l'a dit, il y a une partie non négligeable des travaux qui sont liés au bureau de contrôle. Qui a vu l'ensemble du projet avant, qui l'a validé et qui en cours de chantier nous a fait changer des modes de pose. Donc voilà, moi je trouve ça pas normal. On est sur la commande publique, ça sert à rien de prendre un bureau de contrôle avant si c'est pour rajouter. Enfin voilà, donc c'est pas pour excuser, mais c'est assez énervant sur ce point-là. Voilà. Donc il n'y a pas de vote, Maxime, sur les. Non. Voilà. Bon, ça fait partie de mes délégations, ça rentre dans les... Et puis le montant, ouais, on est à 21 000, c'est pour ça. Donc voilà, pour ces avenants. Alors, point numéro 9. Je vais laisser Paul présenter la prime de pouvoir d'achat qu'on a déjà évoquée, notamment en commission affaires générales. Oh, c'est bizarre. Est-ce que tu as t'as des piles? Ah, c'est bon. Vas-y. Oui. Donc, un décret du 31 octobre 2023 porte création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics de la fonction publique territoriale. Donc, ce décret stipule qu'il peut être versé une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle forfaitaire en vue de soutenir le pouvoir d'achat des agents publics territoriaux ayant perçu une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 39 000 € sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Donc à la base, les trois fonctions publiques sont concernées, sachant que pour la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière, cette prime est attribuée automatiquement. Par contre, pour la fonction publique territoriale, dans le cadre de la libre administration des collectivités territoriales,
Donc il appartient au conseil de ces collectivités de déterminer le montant forfaitaire de la prime dans le respect du barème et des montants plafonds fixés. Il y a eu un avis favorable de la commission Affaires Générales et il y a aussi un avis favorable du bureau municipal. Cette prime pouvoir d'achat exceptionnel, elle est versée sous 3 conditions. Il faut avoir été nommé ou recruté par la collectivité à une date d'effet antérieure au 1er janvier 2023, être employé et rémunéré par la commune à la date du 30 juin 2023, et donc avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 €. Sont exclus de cette prime les agents contractuels de droit privé, les apprentis, les vacataires, les stagiaires gratifiés. Donc, le montant de cette prime, il y a différents montants qui vont de 300 à 800 € selon le tableau qui vous a été adressé. Pour la commune de Menrock, sur 47 agents communaux, 41 agents sont éligibles, dont 26 ont une rémunération brute annuelle inférieure à 27 300 € et qui pourraient bénéficier d'une prime de 700 ou 800 €. Cette prime de pouvoir d'achat sera versée en 2 fractions égales sur les traitements de mai et juin 2024, puisqu'elle doit être automatiquement versée au 30 juin 2024. Voilà, donc Thomas, je te laisse la délibération. Oui, donc effectivement, on en a parlé en commission, hein, ça permet de donner un coup de pouce aussi à nos agents, hein, valoriser le travail qui est fait. Voilà. C'est un choix qui est proposé par la commission, qui vous est proposé ce soir de souscrire à ce dispositif de prime pour les agents avec les modalités que Paul vous a explicitées. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Marc? Oui, juste concernant la rémunération, pour ça c'est l'État qui avait mis ce projet en place, mais c'est aux communes de payer, quoi. Et puis on n'a pas eu d'aide spécialement pour ça, une fois de plus. Alors pour être totalement complet, effectivement, c'est l'État qui a destiné ça à la fonction publique d'État. Nous sommes une fonction publique territoriale, on a la libre administration de... soi-disant, hein, et en fait, il nous laisse la possibilité de l'appliquer. C'est pour ça que ça a été discuté. On pouvait, comme certaines communes, hein, ne pas le faire. Coenon, ça a été discuté, hein, ça a été à 50%. Voilà, on pouvait l'aménager. Mais oui, c'est vrai que c'est incité, lancé par l'État, et si on le fait pas, c'est pas forcément bien vu. Donc, on est un peu contraint, clairement. Et sur la DGF, non, on n'a pas eu, de plus pour ça. Effectivement. Non, c'est pas la première fois non. qu'il y a ce genre de choses. Ah bah c'est effectivement l'incohérence entre la décentralisation et le jacobinisme d'État, où on a des décisions là-haut et on est soi-disant capable de s'administrer, mais en fait, pas tout à fait. On rembourse un peu le quoi qu'il en coûte, quoi. C'est ça. D'une certaine manière. David? Ouais, moi d'habitude je suis pas très favorable aux primes parce que ça compte pas pour la retraite, donc voilà. Et je voterai pour quand même parce que bon, là c'est un geste pour les agents. Je sais que d'autres collectivités ne le font pas. Le département en premier, voilà, ne le fait pas, donc voilà. Bon, c'est un plus quand même pour les agents et ça permet de valoriser aussi leur travail. Très bien. Donc sur cette prime de pouvoir d'achat pour les agents, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Je vous remercie. Je te laisse continuer, Paul. Oui, donc le point suivant, c'est une transformation de poste. Donc, il est nécessaire de modifier le tableau des emplois
à la suite de la réussite à un concours d'un de nos agents. Donc cette modification s'apparente à une suppression et une création de postes en même temps. Donc l'agent est en filière technique. Il a réussi le concours d'adjoint technique principal de 2e classe. Et donc, je tiens à féliciter cet agent pour l'obtention de ce concours qui lui a demandé un engagement personnel pour le préparer. Et c'est toujours gratifiant de réussir à un concours. Et en plus que sa collectivité puisse valider ce concours par la création du poste. Alors, c'est très bien. Ouais. C'est une belle réussite. Donc voilà, donc sur cette réussite, donc on vous demande d'approuver la suppression et la création du poste présenté par Paul et d'adopter le tableau des effectifs tel que présenté. Est-ce que sur cette délibération, il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. On va passer en affaires scolaires et périscolaires. Je vais laisser François-Xavier nous présenter la participation aux frais de fonctionnement des écoles. Oui, merci Thomas. Donc oui, en point 11, donc je vais peut-être passer le point 11, point 1 et point 2 en même temps. Une participation aux charges de fonctionnement nous a été sollicitée par l'école publique élémentaire du Guesclin, commune de Fougères, pour un enfant ménroquois scolarisé en classe Ulysse. Ulysse veut dire unité localisée pour l'inclusion scolaire. Les unités localisées pour l'inclusion scolaire, ou Ulysse, sont en France des dispositifs qui permettent la scolarisation d'élèves en situation de handicap au sein d'établissements scolaires ordinaires. Les Ulysse se trouvent ainsi sous la responsabilité du chef d'établissement. Les Ulysse constituent un dispositif qui offre aux élèves qui en bénéficient une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins ainsi que des enseignements adaptés dans le cadre de regroupement et permet la mise en œuvre de leurs projets personnalisés de scolarisation. La commune de Méneroc n'a plus ce dispositif Ulysse. L'école publique élémentaire du Guesclin nous demande donc une participation financière calculée sur la base du coût réel d'un élève élémentaire de l'ensemble des écoles élémentaires publiques de Fougères qui s'élève à 575,30 € pour l'année scolaire 2023-2024. Je passe peut-être au point 11.2 ou en même temps. Donc également, une demande de participation aux charges de fonctionnement nous a été sollicitée par l'école privée élémentaire Saint-Joseph-la-Mousset, commune de Fougères, pour un enfant ménroquois scolarisé en classe adaptée pour l'inclusion d'enfants sourds et malentendants. L'école nous demande donc une participation financière à ce dispositif spécialisé, calculé sur la base du coût réel de fonctionnement d'un élève élémentaire de l'ensemble des écoles élémentaires publiques de Fougères, qui s'élève à 575,30 € pour l'année scolaire 2023-2024. Je redonne la parole à Thomas pour passer ces demandes au vote. Merci François-Xavier. Donc pour ces deux demandes de prise en charge de la commune, expliquées par François-Xavier, est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? David. Ouais, juste une question que j'avais abordée aussi en commission affaires scolaires. Il y a un petit truc qui me chiffonne, ouais. Parce qu'il y a l'école publique du Guesclin, mais à côté c'est une école privée. Donc je ne comprends pas pourquoi c'est la mairie de Fougères qui s'occupe de demander la participation pour une école privée. Oui, alors on s'est un peu renseigné avec Maxime, certainement que la mairie de Fougères doit en fait peut-être verser en fait l'aide. Donc ça doit très certainement passer peut-être par la mairie de Fougères. C'est ce qu'on suppose en tout cas. Ah oui, c'est eux qui versent. Mais on s'est posé la question en commission affaires scolaires, oui, tout à fait. Oui, c'est une bonne remarque. Bon. Du coup, je remets aux voix. Est-ce que pour ces deux participations, il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Je vais laisser la parole à François-Xavier qui voulait apporter une précision par rapport au dernier conseil
où il avait été question notamment de carte scolaire et de dérogation. Donc par rapport aux échanges qu'il y avait eu, voilà, François-Xavier s'est renseigné et donc on trouvait important d'apporter des précisions. Tout à fait. Nous voulons revenir sur la carte scolaire. Après vérification des propos avancés par les minorités concernant la carte scolaire lors du dernier conseil municipal, nous allons vous apporter quelques précisions nécessaires. La carte scolaire actuelle, dénigrée, a été délibérée lors du conseil municipal du 12 mars 2018 en présence d'élus de l'actuelle minorité avec vous pour Menrock. Cette carte scolaire a été mise à l'ordre du jour de la commission Affaires scolaires du 21 septembre 2022. Un avis favorable pour le maintien des périmètres géographiques des 2 communes historiques a été émis par l'ensemble des élus présents à cette commission, dont un élu de la minorité avec vous pour Menrock, qui aujourd'hui critique cette carte scolaire pour sa rigidité. Une demande de dérogation à cette carte scolaire est possible par les familles. Celle-ci a été travaillée et simplifiée lors de la commission Affaires scolaires du 16 novembre 2022, en présence d'élus, dont la minorité avec vous pour Menrock. Les demandes de dérogation passent en commission Affaires scolaires et sont étudiées en cas de situation particulière. Concernant les propos de Tanguy Marion de la minorité Vivre Ensemble, au sujet de la famille domiciliée dans un lieu dit sur la commune historique de Saint-Brice-en-Cogle, en limite géographique de la commune historique de Saint-Étienne-en-Cogle. Selon nos recherches, nous n'avons pas eu de demande de dérogation. Cette famille n'a non plus scolarisé son enfant dans l'établissement privé Saint-François, situé sur notre commune historique de Saint-Étienne-en-Cogle, comme cela a été affirmé. Solution qui était choisie a priori pour son côté pratique, l'école se situant sur le trajet pour se rendre au travail sur Fougères. Selon nos recherches sur les demandes de dérogation, pour l'année scolaire 2022-2023, 2 demandes reçues. Un seul avis défavorable a été émis pour une domiciliation hors commune qui possède une école publique. Pour l'année scolaire 2023-2024, 4 demandes de dérogation reçues. Un seul avis défavorable a été émis pour la scolarisation d'un enfant menrockois sur une autre commune avec participation financière. Au vu des éléments présentés, nous ne pensons pas être psychorigides comme cela a été exprimé par les minorités et engendrer une perte d'élèves dommageable pour nos établissements publics. Cependant, nous avons bien cette volonté de valoriser nos établissements scolaires par le maintien en état des établissements, sol, peinture, aménagement, mobilier, par la réalisation de travaux de rénovation, par de la végétalisation des espaces extérieurs, par le remplacement de structures de jeux de cours, par la réalisation d'audits informatiques numériques. Nous soulignons le très beau travail qui a été réalisé par le service périscolaire et les enfants de l'école publique Jules Verne avec la création d'une identité visuelle grâce aux dessins imaginés par les enfants. Il s'agit d'éléments graphiques qui permettent d'identifier visuellement l'établissement scolaire par des supports extérieurs, intérieurs ou administratifs. Cette identité est également présentée au restaurant scolaire de Saint-Étienne en Cogle qui a été nommé le voyage culinaire. Nous venons également de finaliser la visite virtuelle de cette même école qui nous allons vous présenter ce soir. Donc c'est un support qui est accessible sur le site de notre commune, soit depuis la page d'accueil, annuaire, de contact, enfants, jeunesse, école, ou à partir du moteur de recherche en haut à droite où vous tapez École Jules Verne et vous avez un onglet en bas qui vous dirige directement sur cette visite virtuelle. Donc elle vous est présentée en direct sur l'écran pour vous rendre compte de ce qu'est une visite virtuelle. Donc là on peut visualiser donc la cour de l'école avec des petits points e-information où là-dedans vous allez retrouver donc en haut d'ailleurs cette identité visuelle qui a été travaillée. Voilà.
Quelques éléments, si on déroule un petit peu le bas, il me semble, avec le restaurant scolaire en photo. Voilà. Et on peut... Voilà. Si on descend, voilà, vous avez quelques photos donc, qui valorisent le restaurant scolaire. Et nous pouvons rentrer dans l'établissement qui nous permet d'accéder dans la salle de motricité où sur chaque tableau, il y a la possibilité en fait d'y mettre de l'information par l'équipe enseignante. Nous pouvons ressortir de cette salle de motricité et aller visiter, voilà cette flèche-là, en bas à droite, oh, c'est pas grave. Donc celle en bas à droite, par exemple, Maxime, très bien. Et là, on va arriver dans la classe maternelle, dans une des classes maternelles. Voilà, donc vous avez une vue en 360 degrés. Et vous avez le petit point I sur le tableau qui va vous permettre de visualiser la cour, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, la cour de la partie maternelle. Nous pouvons ressortir et aller directement dans une des classes élémentaires, voilà, que vous avez ici, qui permet, donc même chose, hein, le petit panneau I information dans le tableau permet d'avoir quelques informations, comme vous pouvez l'avoir ici, et permet aussi également, si vous avez plus bas, de rediriger, alors je ne sais plus à quel endroit, mais sur le site en fait de l'école, voilà, qui est relativement tenu à jour et assez explicite et agréable. Voilà, donc si on revient, et donc de là, donc vous pouvez vraiment naviguer, vous pouvez zoomer, vous pouvez faire ce que vous voulez sur en fait cette visite virtuelle. Et là, on ressort sur la cour. Voilà. Donc là, on ne voit pas, par exemple, donc, la très belle structure qui a été installée donc, à la place du Pont de Singe. Voilà. Donc là, on a mis une très belle structure, un type un peu accrobranche, où les enfants apprécient. Donc voilà à quoi ressemble cette visite virtuelle mise en service. Donc un très gros travail qui a été réalisé. Et nous avons également prévu la création d'une identité visuelle et d'une visite virtuelle pour l'école publique Jacques Prévert après travaux afin de valoriser cet établissement rénové. Merci pour votre attention. Merci François-Xavier. Oui, il vaut mieux la faire après les travaux que maintenant. C'est un style. Non, bravo, c'est vrai que c'est bien. Ça permet aux parents de se projeter et même si, comme disait David, il n'y a plus aujourd'hui de portes ouvertes comme il y avait avant, ça va permettre quand même de pouvoir voir avec des photos de belle qualité. Et je crois que Pascal n'est pas étrangère à l'intégration de quelques photos et textes. Donc merci à Pascal et merci à Natacha, François-Xavier, à la commission affaires scolaires, parce que c'est un beau travail. Hein. Ça, plus la réalisation de l'identité visuelle, qui est vraiment très très chouette. Hein. Et c'est vrai qu'on attend, on a hâte que la nouvelle école soit prête pour qu'on ait aussi l'identité visuelle sur cette école. Voilà, donc et merci pour les précisions. François-Xavier, ça permet au moins d'alimenter le débat et d'avoir les bonnes données. Et pour totalement être complet, je rencontre le directeur académique qui descend ou qui monte, ça dépend quel sens on prend, sur Menrock le 17 mai. Donc voilà. Alors suite à la fois la motion qu'on a portée ensemble, et je pense qu'il y a des gros projets de carte scolaire, donc il vient directement, donc on va pouvoir échanger avec lui sur la carte scolaire qui fait tant parler, mais également plus largement sur les écoles et sur la politique de l'éducation nationale sur la répartition des postes. Voilà, c'était pour vous ayez toutes les infos. Céline. Oui, alors je ne sais pas si François-Xavier va en parler, mais nous avons reçu un courrier des représentants des écoles privées et j'aurais souhaité savoir s'il y avait une réunion qui était organisée, si les élus de la commission affaires scolaires étaient tous invités à y participer. Alors, il était demandé par les élus. On va vous transmettre. On a proposé le 23 mai à l'ensemble des écoles concernées qui effectivement ont répondu présentes. Donc on va pouvoir échanger. Effectivement, suite à la motion où on mettait dedans que nous avions deux réseaux et que le réseau privé
n'est pas pris en compte en fait dans le calcul des postes. L'éducation nationale nous prend que le nombre d'élèves qu'on a dans les écoles publiques. Or, le fait d'avoir un réseau privé est une chance, mais dans ce calcul-là est une malchance parce que l'éducation nationale en fait ne prend pas en compte ce réseau. Donc voilà, et donc on disait que qu'il y ait 2 réseaux, c'est très bien, mais il faut que l'éducation nationale, dans son logiciel, l'intègre. Et qu'on ait une commune dynamique. Et si on regarde la totalité du nombre d'élèves, on est une commune qui progresse. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a mis la motion, parce que la motion, elle concernait uniquement ce qui relève de la commune, c'est-à-dire les écoles publiques. Voilà. Et donc c'est vrai qu'il y a eu une interrogation, donc on va les rencontrer. Et je tiens à préciser, je leur ai déjà dit, on leur redira, que la commune a toujours été aux côtés des écoles privées, notamment que ce soit dans les cautions des OGEC, la commune se porte toujours garant. Voilà, donc on est dans les subventions, dans les projets, donc il n'y a pas de guerre, on n'ouvre pas une guerre. Mais là, c'est une motion des écoles publiques à destination de la ministre de l'Éducation nationale, et dans lequel il y a une distorsion du fait qu'on n'est pas dans le calcul des élèves ce réseau-là. Voilà, qu'on avait déjà évoqué et qui n'a pas été pris en compte. Mais effectivement, le 23 mai, on les rencontre, on va échanger et il n'y a pas de souci. Et on vous donnera toutes les données techniques à l'ensemble de la commission affaires scolaires. Voilà. Merci François-Xavier pour cette précision. Du coup, on va pouvoir passer au... Marc. Oui, je voulais juste dire que tout n'est pas si rose que ça au niveau des écoles. Je prends juste l'exemple d'une... il y avait 2 classes... il y a 2 ans, ils avaient un petit parterre enherbé et puis un petit coin jardin. Ils faisaient un peu de jardinage avec les enfants. Et donc ça a été supprimé. Il y a eu des copodomies. Bon, après, c'était un choix qui était fait par les employés municipaux. C'est eux qui ont géré ça. Et donc pour compenser, les instituts avaient demandé des pots de fleurs qui devaient arriver en 2023 pour compenser, mettre un peu de plantation, fleurs et des légumes également. Et ça devait arriver, et puis c'est toujours pas arrivé. On est en 2024, c'est toujours pas là. Ou ils sont arrivés les pots, mais ils sont partis ailleurs. Voilà, donc c'est juste pour un rappel. Je prends juste un exemple. Voilà. Donc c'est affaire à suivre. Natacha. Alors justement, pour ces mêmes instituts, nous avions proposé un petit coin au jardin partagé de Saint-Étienne et elles ont refusé de s'y rendre. Jardin communal qui est à proximité. Jardin privé, Marc quand même. Il y a un jardin partagé. C'est dans la commune, c'est un jardin communal. C'est devant la maison médicale. Oui, et juste pour compléter ce que tu dis, Marc, donc cet aménagement qui était tout à fait en herbe et pas forcément très agréable pour les enfants, ça a été travaillé avec les enseignantes concernées et les espaces verts pour y mettre du copeau. C'est pas une décision seule des services techniques en tout cas. Et donc voilà, mais par contre je te rejoins que sur le fait où il a été validé des pots surélevés de mémoire, normalement aurait dû être mis en place certainement plus rapidement. Donc on va vérifier, puis si ça a été acté, on va voir où sont partis les pots. Ok, là-dessus. Une dernière intervention. Au jardin, c'est des contraintes. Oui, j'interviens parce que c'est vrai que François-Xavier, tu nous prépares assez régulièrement ce genre de petits couplets, donc c'est intéressant. Moi, ce que je trouve un petit peu désolant, c'est que tu emploies toujours un ton assez arrogant et puis tu veux piquer. Bon, tu sors des phrases de son contexte et puis on pourrait faire de même parce que j'ai assuré l'intérim entre Marina et Céline et j'ai écouté aussi un certain nombre de choses qui ont été dites en commission affaires scolaires. Et je pense que des fois, les propos qui sont dits ne sont pas forcément très bienveillants avec un certain nombre de personnes. Et parfois, le personnel de la commune en prend aussi. Donc, si tu veux, FX, on pourrait aussi sortir des phrases de son contexte et
et monter en épingle un certain nombre de choses. Donc à chaque fois, tu prépares des choses. Moi, je trouve que c'est désolant. On participe en commission. Marina, elle a démissionné suite à une attaque verbale assez violente que tu lui as fait, parce qu'elle n'a pas pu venir à une commission, parce qu'elle avait des béquilles, une cheville cassée, et puis tu t'en es pris à... Donc on est tous, nous, derrière elle, parce que ce jour-là, elle avait pris cher, et ça, en conséquence, l'a amenée à démissionner. Donc en fait, si tu veux, on voit aussi aux affaires scolaires que depuis le début de ce mandat, des choses auraient dû être faites et n'ont pas été faites. On a multiplié par 7 le coût de l'élève sur la commune. Ça fait 4 ans qu'on demande à ce qu'il y ait des choses qui soient faites. Et je pense que là, tu ne nous écoutes pas non plus, FX. Donc, tu restes braqué sur ta petite vision. Mais en fait, nous, on participe en commission. On a ce courage de venir en commission. On est ultra minoritaire. On est tout seul. On vient, on écoute. Et puis, alors, ce petit couplet à chaque fois. Viens-en faire. Non, mais attends, je continue. Non, parce qu'il y a quand même l'exploit de FX. Il a crispé les 4 écoles de la commune. Et en fait, aujourd'hui, il vient sortir des phrases de son contexte pour essayer d'amener qu'il y a des choses qui sont faites sur la commune. Mais c'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on est moins que vous engagés auprès des écoles. Et donc la question, elle était simple. Elle était qu'il y avait une demande d'une dérogation. C'est pas la carte scolaire. Donc là, c'est bien. FX, il nous fait son laïus. Non. Mais il a fait une mise au point. Après, donc en fait, nous, la carte scolaire, on l'a jamais remis en question. Donc ce soir, une fois de plus, dire en 2000 machin, bon, c'est sorti de son contexte. Non. Nous, la carte scolaire, on la dénigre pas. Donc faut faire attention à ces petits laïus. Moi, je dis que quand on est adjoint, on doit se mettre au boulot, plutôt que de venir faire des trucs comme ça. On va arrêter là. Non, mais c'est vrai. On va arrêter là. Mais il passe son temps à écrire des textes. Il passe son temps à écrire des textes. Stop. On va arrêter là. Non. Ça, je ne permets pas, parce que vu le temps qu'il passe, je pense que... c'est... Enfin, un minimum de sérieux, Gaëtan. Ça a été... C'est même... c'est dénigré. Donc bravo. C'est... c'est inacceptable, des propos comme ça. Ouais. Et juste un point, ce n'est pas un petit laïus, c'est une mise au point par rapport à une intervention en conseil municipal. Donc vous êtes exprimé sur la carte scolaire et sur les dérogations. François-Xavier avec ses services ont vérifié, point. Donc ça vous plaît pas, mais il faut rester respectueux. Natacha, tu veux intervenir ? Désolée, moi je peux pas laisser dire ça de monsieur Gaëtan Dubreuil-Jardin, qui, excuse-moi Gaëtan, mais je ne pense pas que tu puisses te permettre de critiquer le travail de FX sur la commune, alors que toi, je suis désolée, mais tu n'as aucune implication pour la commune. Alors là, non, c'est inadmissible de dire ça sur François-Xavier. Surtout pas François-Xavier. Je suis désolée. Merci Natacha. Et c'est vrai qu'on peut juste préciser, Gaëtan, que tu as participé, c'est vrai, à 4 commissions affaires scolaires sur les 15 qui t'ont été convoquées. Merci pour ta participation active. C'est des faits. C'est des faits. De quoi ? Mais de quoi ? Tu aimes bien... Allez, point suivant. Donc, Point suivant, on va passer sur les lotissements, les lilas. Donc c'était vente de l'eau. Vente de l'eau numéro 3, donc les lilas. Donc c'est une réservation du lot numéro 3. Vous avez toutes les données. Donc c'est un lot cadastré AB numéro 10-12, AB numéro 10-14 et ZC numéro 209 d'une superficie totale de 547 mètres carrés, formant le lot numéro 3 du lotissement communal, les lilas. Donc le prix total est de 41 936,66 € hors taxe. Voilà, donc là c'est une nouvelle réservation, donc ce qu'on vous demande c'est de valider cette vente du lot numéro 3. Est-ce qu'il y a des abstentions sur cette vente? Des oppositions? Je vous remercie. Nous avons également normalement la vente du dernier lot des Grandes Noailles, le lot numéro 28. Qui devrait nous permettre de clôturer, on l'espère, rapidement ce
ce budget annexe. Donc on est sur un lot donc, cadastré AE 279, superficie 379 mètres carrés, lot numéro 28, donc du lotissement de Les Grandes Nouailles. Nous sommes sur un prix total du lot à 28 420 € hors taxe. Voilà. Et donc on vous dit que les recettes seront imputées au budget annexe lotissement Les Grandes Nouailles, chapitre 70, article 70-15. Est-ce que sur cette vente, il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Et pour terminer en urbain, nous avons une dénomination d'une impasse. Donc voilà, on a eu une construction de maison individuelle qui nécessite la division de la parcelle cadastrée AE numéro 57. Et donc il y a lieu de dénommer cette impasse. La proposition de la commission urbanisme est de l'appeler impasse des Sorbiers, puisque nous sommes à côté de la rue des Sorbiers. Donc ça paraît cohérent, dans le même quartier. Voilà, donc je vous propose de délibérer sur ce nom, impasse des Sorbiers. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Et enfin, le dernier point concerne l'autorisation pour assurer la défense de la ville en justice. Et là, je vais passer la parole à Paul, qui va me représenter, et je vais vous laisser, puisque je suis concerné. Tac. Donc, par rapport à ce point, donc l'autorisation pour assurer la défense de la ville en justice. Donc, il faut d'abord, si je comprends bien, ne prend pas part. Donc, Pascal Tazartez ne prend pas part au débat et au vote. Par contre, il faut que tu demandes l'approbation, c'est ça? C'est bon? Par Thomas, ok. Donc, considérant en l'espèce que les affaires numéro 24-0-331 et 24-01-307 enregistrées devant le tribunal administratif de Rennes poursuivent au fond l'annulation des délibérations du conseil municipal de Menroc du 10 janvier 2024 et du 8 février 2024, accordant d'une part la protection fonctionnelle à M. Thomas Janvier, maire de Menroc, au titre de l'opposition pénale qu'il a formée devant le tribunal correctionnel de Rennes, et refusant d'autre part la protection fonctionnelle à M. Tanguy Marion dans cette même affaire. Qu'ainsi, M. Thomas Janvier, maire de Menroc, est opposé directement ou indirectement à M. Tanguy Marion et se trouve dans une situation de conflit d'intérêts et qu'il est, en outre, intéressé à l'affaire. Je propose donc au conseil municipal de donner délégation à Mme Pascale Tazartez, première adjointe, pour mandater le cabinet d'avocats Seban Armorique afin de représenter en défense les intérêts de la commune de Menroc pour les deux affaires précédemment citées. Au demeurant, les intérêts de Mme Pascale Tazartez ne se trouvent pas en opposition avec ceux de la commune au titre des deux affaires précédemment citées. Donc, je vous propose de valider la tenue d'un vote à bulletin secret pour cette autorisation. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a une question. Oui, donc c'est bon. Nous, concernant le vote, on va rester sur nos positions, donc on votera contre. Mais c'est un bulletin secret. Oui, un bulletin secret, mais il y aura moins de surprises. Donc, est-ce qu'il y a un conseiller qui peut distribuer les bulletins ? Oula.
Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas des chèques. Attends, Pascal. Donc ça s'ajoute à la protection fonctionnelle ou ça remplace? Non, c'est pour Non, la suite de la... c'est pour la suite de la procédure, oui. L'affaire au fond. C'est pour la suite du dossier. Donc alors ça s'appelle comment dans ces cas-là? Ah, c'est toujours sur la question de la protection fonctionnelle, mais c'est pour la suite de la procédure, puisque l'affaire est encore en cours. Ah, donc à chaque fois, il y a un vote? Non, après, il y aura une délégation. Enfin, si la délégation est accordée, il n'y aura pas à voter. Ça concernera que cette affaire. Ah, bah, tu peux trouver. Oui, alors donc il faut répondre par oui ou non pour désigner Pascal Tazartez pour représenter la commune de Menrock afin de mandater le cabinet d'avocats. Donc oui, on désigne Pascal, ou non, on s'oppose à cette désignation. Oui. Non. Oui. Pas les choses. Non, parce que le cabinet d'avocats, on travaille déjà avec eux. On travaille avec eux. Oui. C'est FX qui apprend. Si. Donc, pour être complet par rapport au vote, il y a donc des absents qui ont donné pouvoir. Marie-Hermel a donné pouvoir à Pascal. Raphaël a donné pouvoir à Natacha. Et Franck a donné pouvoir à FX. Donc, ces trois personnes. Donc, Natacha vote 2 fois. FX 2 fois et Pascal vote pour Marie. Donc moi je vois qu'il y a 26 présents, 26 votants. Oui, 27. Oui, et il y a Frédéric Després qui n'est pas là aussi. Alors, un oui.
Ça vaut mieux plus, j'ai pas eu les lunettes. C'est jeune. Oui. Pour. Oui. Pour. Oui. Pour. Pour. Oui. 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 Blanc. Oui. 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 Non. Contre. Contre. Non. Oui. 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 Et contre. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 contre, un blanc et le reste de bleu. Faut rappeler, je vois pas les chiffres. Pourquoi 10 ? Ah oui, 19. Donc Thomas, c'est pas... Attends, Thomas. Donc résultat du vote, 19 voix pour, 5 contre et un blanc. Donc Pascal est désigné. Hop. Et on va attendre qu'Isabelle est partie aux toilettes. Voilà. Non, mais du coup, voilà, donc merci pour ça. Donc on a épuisé l'ordre du jour. Avant de passer à la question diverse qui a été posée par Isabelle Delépine au nom de son équipe, je tenais à vous rappeler le 22 mai, on en parlait tout à l'heure dans le cadre du... C'est le 22, ouais. Dans le cadre du ZAN, on a souhaité en fait organiser un séminaire, alors le terme est peut-être un peu pompeux, mais un temps de travail entre nous tous, élus, minorité comme majorité, sur justement l'avenir de notre commune. On en parlait tout à l'heure avec l'habitat inclusif, on va avoir des projets, on a validé ensemble le contournement, il y a beaucoup de projets intéressants et c'est surtout parce que on est dans la réécriture du PLUI, donc toutes les règles d'urbanisme qui s'appliquent à notre commune. Et donc voilà, j'ai estimé que c'était important qu'on ait un temps tous ensemble pour se poser, échanger pour qu'on ait tous ce même niveau d'information et peut-être commencer à tracer des lignes que derrière les représentants de la commune porteront au niveau de la Comcom. Donc voilà, donc le 22 mai, vous avez déjà reçu l'invitation. Donc on a prévu de 18h30 à 23h. Voilà, l'idée c'est de faire... Alors on va voir parce qu'entre-temps, c'est calé l'AG de l'ALE. Donc on va essayer de faire intervenir Pascal Hervé qui est le vice-président de Quénon Marche de Bretagne en charge justement du PLUI sur un temps assez court, mais pour qu'il vous donne les grandes données et les évolutions. Et après, qu'on se mette au travail. On devrait faire une pause vers 21h pour manger et après repartir sur un round de 2 heures. Donc c'est un temps important, quelles que soient nos sensibilités. Le PLUI, c'est ce qui régit toutes nos règles d'urbanisme, que ce soit les fenêtres, la hauteur des clôtures, l'espacement des voiries, etc. Enfin, c'est vraiment tout. On parlait de la maison de Castéra. Aujourd'hui, elle est réserve. Enfin, elle a une étoile. Elle est juste signalée. Elle n'est pas protégée. On a, si vous allez sur la route de la Selle, on a des gros bois, enfin des grands bois, notamment à Baudus, qui sont caractéristiques d'une période. Si on ne les inscrit pas au PLUI, ils disparaissent. Enfin voilà, ça peut disparaître. Donc l'idée du PLUI, c'est vraiment de notifier, nous maintenant tout ce qu'on veut mettre dedans,
Ce qui ne veut pas dire que derrière, ce sera forcément fait, hein, parce que le PLUI, c'est l'ensemble de la Comcom. Mais plus on aura travaillé, plus on aura décidé ensemble de ce qu'on veut faire, et plus on aura de billes hein, pour que le PLUI ressemble à ce qu'on veut d'ici 10, 15, 20 ans. Parce qu'il y a des révisions de PLUI, mais elles sont toujours minoritaires et limitées. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à répondre et à autant que faire se peut à être présent, parce que ce sera vraiment une réunion de travail essentielle pour l'avenir de la commune. Il y a 6 réponses pour l'instant, donc oui, il y a 6 qui ont répondu. il y a 6 personnes qui ont répondu. 23 qui ont pas encore répondu. Voilà. Enfin, 26. Donc vous avez encore le temps, hein, mais répondez vraiment pour qu'on sache si on n'est pas assez nombreux, ça va peut-être trouver une autre date, mais faut vraiment qu'on sache où on va. Voilà, donc ça c'était... Et Isabelle est revenue, donc parfait. Pour terminer, donc questions diverses. Donc les élus d'Avec vous pour Ménanque nous ont envoyé donc une question diverse à inscrire dans les questions diverses. Donc je vais vous lire la question et ensuite j'y répondrai. Donc lors du conseil communautaire de Couesnon-Marche-de-Bretagne du 9 avril 2024, Monsieur Jean-Frédéric Sourdin, conseiller municipal de notre commune, a annoncé sa démission de son poste de vice-président à la communauté de communes. Nous rappelons que les élus communautaires ont été élus en même temps que les conseillers municipaux sur la liste électorale des dernières élections municipales. Monsieur le maire, membre du directoire de Couesnon-Marche-de-Bretagne, pouvez-vous nous confirmer le dépôt en préfecture d'un dossier constitué par la communauté des communes pour apporter des faits à cette démission? Suite à cette décision, quelle place Ménanque aura au sein de Couesnon-Marche-Bretagne au vu de la perte d'un vice-président? Et cette démission préjudiciable interroge également pour son avenir au sein du conseil municipal. Alors, je vais répondre point par point. Le premier point, effectivement, vous vous rappelez que les élus communautaires sont élus en même temps que les conseillers municipaux. Il n'y a pas aujourd'hui de dépôt de dossier par la Comcom en préfecture. En fait, lorsqu'il y a une démission d'un vice-président, le vice-président envoie sa lettre de démission au président de la Comcom qui la transmet au préfet et le préfet valide. Donc il n'y a eu que cet échange-là, mais il n'y a pas aujourd'hui de dossier constitué. Et d'ailleurs, c'est une démission, c'est pas une démission. Enfin, c'est une démission de Jean-Frédéric et il n'y a pas eu de licenciement ou de renvoi du président. Donc c'est une décision personnelle. Suite à ces décisions, quelle place Ménanque aura au sein de Couesnon-Marche-de-Bretagne vis-à-vis d'un vice-président? La même place qu'elle a. Au directoire, moi je suis présent et au bureau, c'est l'ensemble des élus qui sont présents, qui sont VP ou conseillers délégués. D'ailleurs, avec la présence de David en tant que conseiller délégué, nous restons à 2 représentants de Ménanque présents, au même titre que Val-Couesnon. Donc nous restons dans les principales communes ayant alors je dirais pas un pouvoir, parce que c'est pas un pouvoir, hein. C'est un bureau où on échange, et c'est une décision collégiale, hein, donc, et je l'ai déjà dit, on n'est pas là pour imposer des choses, mais pour les discuter. Et ces démissions préjudiciables interrogent également pour son avis au sein du conseil municipal. Non, c'est sa décision propre, on doit la respecter, que ce soit au niveau communautaire ou communal, il reste un élu avec les mêmes droits que les autres élus. Donc il n'y a pas de conséquences à avoir ou de préjudice à avoir, hein, même si effectivement, c'est vrai qu'en ayant un VP à l'agriculture de Ménanque, c'était un plus pour nous, mais voilà, c'est une décision qu'on doit respecter et que moi, je respecterai personnellement. Voilà pour la réponse à votre question diverse. On va s'arrêter là. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis pour ceux qui vont peut-être prendre quelques jours de vacances avec ces ponts, eh bien, bonnes vacances. Ah oui, c'est vrai, merci Véronique. Demain, 8 mai, vous savez, il y a eu un truc en 1945, hein, donc la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc commémoration 8 mai, 10h... Oui, alors dépôt de gerbes, 10h30 à Saint-Étienne. Et ensuite, 11h15, rendez-vous devant l'hôtel de ville. 11h30, début de la cérémonie, jusqu'à midi à peu près. Et le verre de l'amitié offert par la municipalité, ici même, vers midi. Donc là aussi, c'est un temps important, le 8 mai. 8 mai et 9 mai, puisqu'on fait le deux en même temps, c'est la fête de l'Europe. Donc j'invite vraiment chacune et chacun d'entre vous à être présents. Ce sont des temps importants de mémoire et d'histoire.
Et c'est aussi notre rôle d'élu d'être présent. Donc voilà, je compte sur vous pour être présent en nombre. Et merci Véronique pour le rappel. Bonne... C'est pour ça que tu... Et moi je pars juste après. Bonne soirée à tout le monde.